de kanti na bina rumba. Yeah, yeah, yeah. Tikanga na bina. Na bina rumba fiesta die. Yeah, yeah, yeah. Tikanga. Mois de mars, mois dédié à la femme, et le 8 mars, c'est cette journée décrétée Journée internationale de droit de la femme. C'est dans ces cadres que nous recevons aujourd'hui une femme, une dame qui a marqué son histoire, ainsi que plusieurs générations en RDC, en Afrique et à travers le monde. C'est maman Catherine Nzuzi Wambombo, à qui je souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Et je ne suis pas seul sur ces plateaux, je vais co-animer cette émission avec mes consoeurs. J'ai dit bonjour à Medine Biankunzu. J'ai dit bonjour à Medine Biankunzu. Bonjour Prince. J'ai dit bonjour à Marthe Lomba. Bonjour Prince. Et enfin, je dis bonjour à Cléopâtre Iloko. Bonjour Prince. Maman Nzuzi Wambombo, la première question que je vous pose, comme vous le savez, chaque année, le monde célèbre la journée internationale des droits de la femme. Lorsqu'on parle de la femme, de quelle femme s'agit-il exactement? Je crois que la femme est toujours la même. Qu'elle soit jeune fille, qu'elle soit mère, elle reste une femme. On peut parler de la jeune femme parce que pour qu'elle soit réellement une bonne mère, il faut que sa jeunesse soit bien encadrée. Il faut qu'elle fasse de bonnes études pour comprendre l'importance et le rôle qu'elle doit jouer dans la vie. Il faut qu'elle soit bien encadrée pour qu'elle ne puisse pas avoir de complexes vis-à-vis des hommes. Parce que comme vous le savez, c'était ça le grand problème qui handicapait la femme à s'épanouir dans la vie. Qu'elle soit mère, c'est une femme qui a besoin d'être, qui a besoin d'être édifiée sur ses responsabilités, les responsabilités d'épouse, les responsabilités de mère. Ça s'apprend depuis le jeune âge, bien sûr, mais tout ne s'apprend pas à l'école. Il faut avoir une maman qui est bien motivée pour pouvoir dire à sa fille, pour pouvoir préparer sa fille à être une bonne mère et une bonne épouse. Vous avez parlé de l'époque. Est-ce qu'actuellement, le moment d'aujourd'hui, prennent quand même le temps de parler avec leurs enfants, femmes, filles? Mais on doit le faire. Si on ne le fait pas, vous allez avoir des enfants qui sont acculturés. Une maman, un papa, ce n'est pas seulement le rôle réservé aux mamans. Parce que les hommes pensent souvent comme ça. C'est un rôle qui est réservé aux parents, aux deux parents. Avoir un temps pendant la semaine pour parler, échanger avec les enfants sur leurs activités scolaires, sur leur mode de vie, sur leurs activités sportives, et sur leur manière de voir la vie. Il ne faut pas seulement donner l'impression aux enfants qu'on est sévère, un papa sévère, elle va voir ta maman, elle va parler avec ta... Non. C'est la responsabilité qui revient aux deux parents de préparer leurs enfants à être des hommes, à être des femmes adultes. La modernité aujourd'hui n'influence pas nos sœurs, ces femmes qui devraient plutôt être assez intéressées à leur avenir. La modernité n'influence pas négativement? La modernité ne doit pas influencer. Si elle va influencer comment? Je suis une épouse aujourd'hui, je suis mère aujourd'hui. Est-ce que la modernité va m'empêcher de ne pas m'occuper de ma famille, de ne pas m'occuper de mon mari et de mes enfants? Si je le conçois ainsi, je serai une mauvaise femme. La modernité, au contraire, doit me pousser à bien encadrer mon mari, à bien encadrer mes enfants, à échanger avec lui-même sur l'actualité. Quand on regarde la télé, ce n'est pas seulement pour regarder les dessins animés. On doit regarder, on doit voir ce qui se passe dans les autres pays, ce qui se passe chez nous. Échanger avec votre épouse, échanger avec vos enfants. Et vous verrez que l'homme aura la tendance d'être pressé pour rentrer chez lui au lieu de rester avec les amis. La même chose pour l'homme. Si vous associez votre femme à la vie de tous les jours, à l'environnement, vous parlez avec lui de notre environnement, de la famille,
la dame sera pressée, lorsqu'elle a terminé son travail, à revenir à la maison pour retrouver son foyer au lieu de rester avec les amis. Une dernière question avant de passer la parole à Cléopâtre Ilokou. Maman Catherine Dujambombo, trop jeune, vous avez occupé le poste de bourgmestre de la commune de Lagombe, si je ne me trompe pas. Et jeune que vous étiez, c'était quand même extraordinaire, surtout à cette époque où l'émancipation de la femme, le droit de la femme n'était pas totalement respecté. Et cet adage qui disait « Moi, si Mbokate » était encore d'actualité à cette époque-là. Lorsque vous faites un parallélisme, pensez-vous qu'aujourd'hui, la jeune fille d'aujourd'hui ou la femme d'aujourd'hui peut faire ce que vous avez fait à votre époque? Moi, je crois que tout dépend de la manière dont les parents élèvent les enfants. Je venais de vous dire que tout ne s'apprend pas à l'école. Si déjà, vous mettez dans la tête de la fille, ou bien vous avez un comportement de dire « Non, je vais payer les bonnes études seulement aux garçons et pas à la fille », vous allez avoir des filles complexées. Mais si vous les poussez de la même manière, si vous les encouragez de la même manière, si vous dites que, écoutez, pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut d'abord savoir ce que vous voulez devenir. Il faut que les enfants se posent cette question. Et si, par exemple, l'enfant a tendance à aimer quelque chose qui dépend de l'école professionnelle, il veut être, par exemple, faire la mécanique, il veut, par exemple, faire la couture, ce n'est pas mauvais. Essayez de l'accompagner dans ce que l'enfant veut devenir. Vous l'envoyez dans une école professionnelle au lieu de vouloir l'envoyer à l'université alors qu'il n'en a pas envie. Et à l'université également, si l'enfant veut aller à l'université, aidez-le à comprendre pourquoi il veut aller à l'université et quel est son dada. Il veut faire quelle discipline. Si il veut être économiste et vous voulez qu'il devienne juriste, ça ne va pas. Il faut laisser à l'enfant la possibilité d'exprimer ses ambitions, de mûrir ses ambitions. Et quand vous l'accompagnez, vous verrez que ce sera un enfant qui sera épanoui. Donc, à notre époque, moi, j'avais un père j'étais plus proche de mon père que de ma mère, qui fut déjà bourgmestre avant l'indépendance en 1958, quand les Belges avaient essayé de voir comment les Noirs, les Congolais allaient se comporter pendant les élections. Alors j'étais tout le temps à côté de mon père, je voyais comment il les recevait, il organisait ses équipes de campagne, il parlait avec les notables et tout ça. Alors ça m'a donné envie de faire la politique, d'aimer la politique. Sans oublier aussi que mon grand frère, Nzouzi Emmanuel, paix à son âme, qui fut secrétaire général du MLC, qui a été tué d'ailleurs comme Lumumbis à cause de cela, il aimait aussi la politique. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et cela étant, quand j'ai eu la chance d'avoir un chef de l'État, le président Mobutu, il aimait encourager les femmes. Il aimait l'émancipation de la femme. Il disait lui-même que moi, Mobutu, j'ai été élevé par une femme. Je suis aujourd'hui chef de l'État. Comment je peux sous-estimer une femme? Vous voyez, j'ai eu cette chance-là d'avoir un chef qui nous encourageait, les jeunes femmes, mais pour pouvoir exceller, il fallait que chacune des femmes qu'il avait, sur qui il comptait, puisse s'impliquer pour devenir excellent. Comment gérer la municipalité? Cette commune de Lagombe était une commune habitée uniquement par les Blancs. Donc il fallait ne pas négliger la propriété de la commune, ne pas être regardant avec les cantonniers qui allaient curer les caniveaux, ce n'est pas un travail inutile. Ne pas accepter qu'on aille construire sur les caniveaux, être regardant pour que les aires d'ouverture et de fermeture des magasins soient respectées. Donc tout cela, c'est l'homme lui-même qui doit donner la valeur à sa fonction. Ça va vous permettre d'attirer l'attention de vos chefs et de voir, tiens, je crois que cette dame, je vais essayer un peu avec elle, voir comment elle peut se comporter. Et quand j'ai tenu le meeting sur la place Branconnier, c'est à côté de l'ancienne ambassade de Belgique, le président était dans sa voiture VW en train de me suivre.
en train de suivre le meeting. Et quand je rentre à la maison, monsieur Madjimba, passe-moi un peu ton épouse. Bon, Madjimba me dit, écoute, le président vient te parler, il avait certainement suivi ton meeting. Il dit, écoutez, tu avais très bien parlé, mais tu exagères un peu dans certaines choses. Est-ce que tu peux passer demain? Et là, je passais, il disait, voilà, sur ceci, tu avais raison, sur ceci. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il a pu, de bourgmestre de la Gombe, je suis passé inspecteur d'État, je suis passé vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Après, non, qu'elle essaye un peu, je vois qu'elle est un peu, elle est dynamique, qu'elle aille un peu au Bas-Zaïre, au Bas-Congo. Je suis allé gouverneur du Bas-Congo et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a un temps pour pouvoir, il faut aimer ce que vous faites dans la vie. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez pas réussir. Il faut aimer ce que vous faites. Et quand je voyageais avec mon mari, j'allais dans les librairies pour voir les livres, comment gérer la municipalité. J'achetais ça pour pouvoir moi-même un peu essayer d'élever ma compréhension. Et j'allais même parfois à la commune d'Ixelles, comme je m'attendais bien avec le bourgmestre, savoir comment il faisait le mariage civil, parce que c'est le même mariage que j'avais ici à la commune de la Gombe. Comment il conseillait les mariés et tout ça, comment la femme et la salle était, comment dirais-je, décorée. Et quand je venais faire ici chez moi, moi je dois être mariée par ma maman Madjimbanzouzi. Madame Catherine, à vous entendre parler, vous avez une carrière costaud dans la politique. Vous avez quand même su gérer la gestion, permettez-moi, de la chose publique. Comme vous le savez, les femmes sont à l'honneur au cours de ces mois de mars. Et au gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, on compte à peine 17% de femmes. Est-ce que ça, c'est un motif de satisfaction pour vous? C'était un motif de fierté, mais je crois que le Premier ministre Ilunga pouvait faire mieux. Pourquoi seulement 10 femmes? Nous avons les compétences féminines dans toutes les disciplines. 12 femmes sur 66, pourquoi pas 25? Ça sera bien. Pourquoi pas 25 femmes? Nous avons les compétences féminines dans toutes les disciplines de la vie nationale. Une fois, on a vu ça en France. Et c'était la parité. Autant de ministres femmes que de ministres hommes. Et moi, je crois que si le président de la République, la prochaine fois qu'il y a un remaniement, s'il peut faire ça, ça sera vraiment un grand honneur pour les femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la femme elle-même qui se discrédite, par exemple? Non, en quoi? Vous pensez qu'elle mérite Elle mérite parce qu'elle fait les études. Allez dans les universités, vous trouverez les femmes. Allez dans les instituts supérieurs, vous trouverez les femmes. Elle se discrédite comment? Mais quel genre de message elle doit véhiculer pour faire la promotion de leurs droits? La promotion, c'est que la femme ne doit pas céder ses droits. Si elle est quelque part dans une entreprise, dans un service de l'État, tout ça, elle ne doit pas accepter qu'on puisse la sous-estimer par rapport à son collègue masculin. Et cela, c'est elle-même. Vous savez, les hommes, moi, je voudrais quand même les féliciter. Je voudrais les féliciter parce que les hommes sont honnêtes. Une fois que la femme, vous avez réussi à vous imposer par votre propre connaissance, par vos mérites, ils vous respectent. Moi, je n'ai pas des amis femmes. Tous mes amis sont des hommes. Vous attendez, quand tu es à la maison, je viens un peu te voir, je voudrais un peu échanger avec toi sur un problème comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? Les hommes sont honnêtes, mais c'est la femme elle-même qui doit se donner le punch. Mais comment les hommes peuvent-ils accompagner les femmes dans leur lutte? Mais accompagner, pourquoi vous voulez qu'ils vous accompagnent? Il faut les mêmes efforts, faites aussi les mêmes efforts. Que les hommes accompagnent les jeunes filles, oui, mais pas les grandes dames que vous êtes. Imposez-vous par votre savoir-faire, ma fille. Votre savoir-faire va attirer l'attention de votre chef. Et votre chef sera obligé de vous confier de grandes responsabilités parce qu'il vous trouve femme compétente, il vous trouve femme intelligente.
N'attendez pas qu'on les fasse pour vous. Non. Moi, je n'ai jamais attendu, comme ça. Je préfère rendre public ce que moi j'ai fait. Je ne l'ai jamais fait. Et même vis-à-vis de mes filles, de mes enfants, j'ai donné à mes enfants, garçons ou filles, les mêmes chances de faire les grandes universités, d'être bien dans la vie. Vous comprenez? Donc, c'est l'homme qui doit forger son destin. Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas mon mari. C'est l'homme qui doit forger son destin à partir de vos ambitions personnelles. Moi, je disais que moi, je tiens à avoir une maison dans la ville de Kinshasa quand j'étais bourgmestre, mais je n'avais pas ce moyen-là. Alors, j'allais à Maya Makelele le matin, charger le sable dans le coffre de ma voiture. Parce que je n'avais pas les moyens de louer un camion ben. Eh bien, j'avais le petit qui mettait le sable dans le sac, qui le mettait dans le coffre de ma voiture, et les autres, j'ai commencé comme ça. J'avais un maçon et un boy maçon. La villa, elle est là sur l'avenue de la Gombele, louée à $6,000 par mois. Elle a plus de 40 ans. C'est comme ça que j'ai eu le goût de me lancer dans l'immobilier. Ici, c'est moi-même qui ai construit brique par brique. On s'est moqué de moi dans le quartier ici. Je n'avais pas les moyens de louer les échafaudages des tubétrins, mais j'allais à Kasangoulou couper les bois. Dieu merci, il n'y a personne qui est tombé. Jusqu'à disons que vous avez cru en vous. J'ai cru en moi, à ma capacité. Le sexe n'a rien à voir avec la tête, ma fille. L'intelligence, c'est autre chose. Ce que vous voulez faire de votre vie, ça c'est vous-même, une décision personnelle. Et ça va vous donner le courage de faire le sacrifice. Moi, à l'époque, j'avais des amis avec qui on a commencé ensemble. Mais le lundi, on devait aller à la réunion à l'hôtel de ville. Moi, je préparais bien ma réunion. Mais les amis étaient là, j'ai trouvé les mamans qui avaient des gros sacs. Il y a Sikayango, il y a na Lomé, super Sikayango, il y a na Togo. C'est que na maman bote na bino, na leki na ngana matina na bureau. Alors moi, na baninga mususu baye, pesanga 5, et pesanga 10. Mais je n'avais l'état seulement à mettre dans les chiffons, non. Et puis, bazalaki ko sekangai, yela taka eloko alito indenge moko. Kaka ba français belé. Kaka ba wax moko anande alataka. C'est que na ko boinga na lebine. Mokolo mususu ko yana ko banda pe ko changer. Pour le moment, je n'ai pas à mettre seulement mes idées dans les chiffons, dans les wax. Oh, kuna na bataille ya kingaba ba sapato ebimi asika. Non. J'ai mes petits terrains ici en ville, j'investis, mon argent va là-dedans. Pas seulement dans les wax, dans les tralala, non. Mais aujourd'hui, à la fin de chaque année, Voilà, Madame Catherine, vous êtes parmi les femmes qui ont émergé dans la vie politique en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, quel doit être le sens du combat de la femme congolaise dans la politique? L'essence du combat de la femme congolaise dans la politique, c'est faire de sorte que la vie publique, que les Congolais vivent mieux. C'est la politique qui décide de tout. Et si nous avons des bons décideurs, et nous avons beaucoup de femmes parmi les décideurs, je crois que ça peut changer le cours des événements. Aujourd'hui, qui ignore que les 3/4 des foyers sont tenus par les femmes à Kinshasa? C'est une grande responsabilité. Alors si on a des femmes qui doivent se battre au niveau du gouvernement pour que les opérateurs économiques puissent respecter la structure des prix, qu'on ne puisse pas exagérer dans les marges bénéficiaires, bien sûr que nous avons une économie libérale. Mais cette économie libérale ne peut pas empêcher de temps en temps le ministère de l'économie de faire des descentes chez les importateurs pour vérifier les structures des prix et savoir si on n'a pas majoré les marges bénéficiaires, si on a bien respecté la structure des prix. Parce que, vous savez, il y a parfois certains opérateurs qui peuvent utiliser le manque de savoir ou bien la négligence des inspecteurs économiques
pour se permettre d'avoir une marge bénéficiaire élevée. Et aussi, une autre chose qui m'oblige, nous avons une loi. Nous avons une loi qui dit précisément que tout le travail, le commerce de détail, c'est réservé aux nationaux. Tandis que les étrangers qui viennent ici ne peuvent s'occuper que de faire les gros ou œuvrer dans le secteur de production. C'est pour cela que nous avons, comment dirais-je, nous avons les mécanismes qui donnent assez bien de pouvoir, assez bien des avantages, un code d'investissement qui donne assez bien d'avantages aux opérateurs économiques parce qu'on sait qu'eux ne doivent s'occuper que du secteur de production. Mais qu'est-ce que nous voyons? Moi, je vois parfois, j'ai rencontré une fois une femme chinoise en train de vendre le matembele. Là, j'ai dit non. Et la Congolaise va faire quoi? Il faut qu'il s'occupe de la production et que le commerce de petits détails soit réservé aux nationaux. C'est à nous à respecter nos propres lois. Vous entrez dans la plupart des villes ici, sur l'avenue du commerce ou ailleurs, mais vous trouverez un magasin, derrière le comptoir, c'est un étranger qui est là. Et les Congolais qui se laissent seulement pour transporter les cartons et transporter les choses. Là, ça ne va pas, ça. Oui, vous dénoncez beaucoup de choses, mais est-ce que cette femme congolaise, chaque année l'on fête le mois de la femme, tout, mais est-ce qu'elle comprend réellement son rôle dans la société? Mais on va lui rappeler les droits d'élever bien ses enfants, les droits d'élever bien son mari, les droits d'être exemplaire là où elle travaille, les droits d'être un élément modérateur parmi les hommes lorsqu'il y a des conflits. Ne pas être une femme qui met le feu entre les hommes. Et même quand il y a des grandes réunions, les hommes, ils sont comme ils sont bouillants. Écoutez, nous sommes en train de parler des problèmes qui concernent le pays. Et ça, c'est un patrimoine commun. Vous n'avez pas besoin d'être méchant. Vous n'avez pas besoin de venir en main. Vous n'avez pas besoin de vous disputer. Est-ce que nous pouvons parler un peu calmement? Ils vont vous suivre. Mais pas oyoki boye oyoki kofunda boye oyobi kuna wazaki kotonga yo boye wana ozeli mwasi mobomi ça ne va pas. Voilà, je passe la parole à Marthe, à Médine plutôt. Ok, merci. Oui. Merci maman. C'est une préoccupation aujourd'hui. Vous êtes une femme qui avait beaucoup fait dans ce pays. Vous êtes une icône, comme on le dit souvent, tantôt. Mais nous aimerions savoir s'il faut faire un parallélisme entre la femme d'hier et celle d'aujourd'hui, dans la manière d'agir, dans la manière de faire les choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel parallélisme faites-vous entre celle d'hier et celle d'aujourd'hui? La différence, c'est que la femme d'hier savait oser. Elle était très entreprenante dans ce qu'elle faisait. Elle croyait dans ses capacités. La femme d'aujourd'hui aime les facilités. C'est pas bien. Quand vous aimez les facilités, quand vous voulez que tout vous tombe du ciel, les mains ont existé à l'époque, mais les mains ne peuvent pas tomber. Il faut d'abord avoir confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, on entreprend quelque chose. Rien ne vous dit que vous allez tout de suite réussir. Mais lorsque vous échouez, ayez le courage de vous relever. Et d'examiner un peu, j'ai échoué, c'était où? Qu'est-ce que je n'avais pas bien fait dans ce que j'ai entrepris pour ne pas avoir les bons résultats? Ayez le courage de recommencer. Mais dès que vous échouez, vous laissez tomber, ça ne va pas. Il faut avoir le courage, il faut avoir confiance en soi, il faut savoir oser, savoir entreprendre, ne pas avoir peur de quand dira-t-on, et avoir aussi l'humilité de demander conseil. Parce qu'une personne ne détient le monopole du savoir, encore moins de vérité. Une personne qui déjà au départ est convaincue que je connais tout, et on ne peut rien me faire, je ne peux rien demander, il est dans le mauvais. La vie, on a besoin de conseils. Personne ne détient le monopole du savoir.
Même dans nos foyers, si vous demandez, votre enfant peut vous donner un bon conseil et vous allez réussir. Il ne faut pas sous-estimer aussi de demander le conseil à votre conjoint, à votre épouse, à vos enfants. Il peut vous donner un conseil. Si vous appliquez ça, vous pouvez réussir. Ok, maman. Et par rapport à l'actualité, nous savons que la première dame va aller dans le Kasaï. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce choix? Pourquoi on ne l'a pas fait comme d'habitude? Pourquoi la première dame n'a pas fait ça ici? Pourquoi seulement le Kasaï? Comment voulez-vous que je puisse répondre à sa place? Demande une audience et pose-lui la question. Peut-être qu'elle a été invitée. Peut-être qu'elle a été invitée par les femmes du Kasaï. Elles sont entreprenantes, les Kasaïennes. Si elle a été invitée, elle ne peut pas dire non. Eh bien, les jours où les femmes du Katanga vont l'inviter, elle ira aussi. C'est une dame qui est, moi, j'apprécie beaucoup sa manière de voir les choses. Elle est accessible, elle a de très bonnes idées. Moi, je crois que si elle doit y aller, il doit y avoir vraiment des raisons profondes. C'est pas parce que c'est la région de son mari, non. Je crois qu'elle doit avoir c'est une dame qui est très ouverte. Elle y va, il doit y avoir de bonnes raisons. Par rapport à ça, pensez-vous que la femme, précisément la jeune fille de la province, sait se prendre en charge pour défendre ses droits? Parce que nous savons, dans les provinces, dans nos us et coutumes, il y a certaines choses que la femme ne sait pas dire haut. Tu as déjà répondu à une partie de cette question. Dans les provinces, la femme vit encore sous l'emprise des coutumes. Mais malgré cela, ça dépend toujours de l'environnement. Vous n'allez pas me dire que tous les hommes, tous les papas qui sont en province sont des phallocrates. Non. Lorsque vous remarquerez maintenant, on envoie les filles et les garçons faire les mêmes études. Je ne connais pas un seul parent qui va dire non, le quoi tout en bon mingité, tout indaga moi n'embelle na classe, moi n'a moi syndical. Ça se faisait dans le temps, mais plus maintenant. Donc même en province, il y a des papas, il y a des parents qui ont l'ambition de voir leurs enfants réussir. Et si un enfant a réussi, a eu son diplôme d'État, vous l'envoyez à l'université. Elle a un diplôme universitaire, vous n'allez pas empêcher cette jeune fille de ne pas travailler. Vous n'allez pas l'encourager dans ses ambitions. Vous n'allez pas l'accompagner dans ses ambitions. C'est aux parents de le faire. Bien sûr, il y a des enfants qui ont la maturité, qui peuvent parfois se prendre à charge sans nécessairement attendre les parents. Il y a parmi les orphelins, on le voit. Mais c'est toujours mieux que les parents puissent chercher un peu à savoir d'abord qu'est-ce que l'enfant veut devenir dans la vie. Si elle veut devenir couturière, mais écoute, c'est une classe à couture. Nous tous, on aime bien être bien habillés, mais c'est grâce aux couturiers. Donc il n'y a pas de ce métier. S'il veut être quoi d'autre, mais mécanique, il y a quoi mécanique bien. Donc il n'y a pas de ce métier. Misala mi balé nde misala ya soni. Kindumba na banki. O nyonso etikali mbongo ya moke ezalaka te. Tu dois encourager ton enfant à faire mieux ce qu'il fait. S'il fait mieux ce qu'il fait, il va continuer. Tu peux commencer à être maçon. Mais pour maintenant devenir un maître maçon, ça dépend maintenant de ton choix, de ta volonté. Pour savoir que, on m'a dit que pour que le mur soit tout droit, je dois avoir un niveau. Je dois avoir un niveau. Alors, utilise le niveau au lieu de construire seulement par cœur. Si tu utilises ton niveau va faire de sorte que ton mur soit droit. Et ça va faire de sorte que les gens vont aimer ce que tu fais. Il n'y a pas de ce métier. C'est à toi à valoriser ton travail. Tu es journaliste. Mais il y a des journalistes qui ne sont pas basés dans pivoter.
Mais si toi, tu as le courage de demander des interviews pour voir les personnalités, pour interviewer les personnalités, tu poses les bonnes questions, si tu n'es pas, comment dirais-je, complexé, mais ça va te donner le courage d'aller loin. Le journalisme mène à tout. Hein. Le marshal Mobutu a commencé par là. Tu vois. Je prends Médine Bianfinzou, qui a certainement aussi une question. Maman Catherine Zouziambombo, vous n'êtes pas née de la dernière pluie. Vous êtes une femme battante, une femme entreprenante. Vous avez vu passer des générations en génération dans notre pays, dans la politique, dans le commerce. Sans oublier, vous étiez aussi une grande commerçante dans ce pays. Mais qu'on se le dise, ce conflit de génération, comment vous arrivez, essayer un peu à faire ce parallélisme, comment arrivez-vous à gérer ça? Parce que vous côtoyez des personnes de plusieurs générations. Vous savez, c'est une grande responsabilité. Quand vous êtes considéré comme... je n'ose pas dire ce que vous parlez d'une icône, je ne sais pas quoi. Oui, personne ressource. Vous avez l'obligation de continuer à mieux faire pour que ce que vous faites puisse avoir un effet d'entraînement. On ne s'appartient pas. Vous n'avez pas le droit à l'erreur parce qu'on ne va pas vous excuser. Les jours qu'on apprendra que akendeko mela mwa mbenda na intera meli ba ko si mena garde corps na yako titibe mais ça va être un événement. Donc au moins vous avez l'obligation de continuer à mieux faire. Et mieux faire, ce n'est pas mauvais. Vous avez l'obligation de montrer l'exemple. Vous avez l'obligation de consacrer votre temps aux autres. Vous avez l'obligation d'accepter d'être accessible. Moi, je suis souvent consultée par les étrangers, par les jeunes, par les vieux, par les nationaux. Bon, et toi, les abongos. C'est dommage, mais j'essaie d'organiser mon temps pour remplir cette obligation. Pour remplir cette... comment dirais-je, ces charges. Et sans oublier que Banana Bakoko Bazakolanda. J'ai plus de 20 petits-enfants. Bazakolanda. Et 8 arrière-petits-enfants. Bakokololo. Donc tout ce monde-là ont besoin de repères. Qu'est-ce que Mémé va dire dans tel problème? Qu'est-ce que maman, on vous téléphone? Maman, qu'est-ce que tu penses? J'ai envie de faire ceci, qu'est-ce que tu penses? Parfois des choses, moi je prépare mes petits-enfants quand ils doivent partir, se marier et tout ça. Moi-même je les prépare. Ils se mettent à rire fou. Mais c'est comme ça, c'est ça la responsabilité. Donc, dans la vie, il faut assumer son destin. Et on assume son destin en acceptant de partager l'expérience avec les autres, de partager la vision, de rendre publique la vision pour que les autres puissent avoir le moyen d'essayer. Et quel est le défi que la femme congolaise peut lancer au niveau même international? Parce que deux fois, je sais qu'au mois de mars ici, c'est la majorité des temps que les femmes de partout se retrouvent au niveau des États-Unis. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour qu'on sache que non, celle-ci, c'est la femme congolaise? Ce défi doit être quoi? Mais le défi, c'est de faire connaître ce qu'on fait. Regarde l'exemple de la maman là qui fait les robots. J'adore cette fille. Un jour, j'aimerais bien la rencontrer. Ça, il faut que notre gouvernement, quand nous voyons les problèmes des embouteillages que nous avons, que notre gouvernement puisse encourager cette fille à lui passer les commandes de plusieurs robots dans la ville de Kinshasa. Et ça se fait très bien. Vous voyez, il faut que la femme elle-même arrive à faire connaître ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de grandes intelligences qui ne sont pas connues parce qu'elles n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et vous aussi, des médias, vous devez organiser, comment dirais-je, les tranches d'émissions réservées à ces femmes-là. Pour donner aux autres la possibilité de les suivre et la possibilité d'essayer.
Dans la vie, il faut savoir essayer. Il faut savoir oser. Même à l'extérieur, là dont vous parlez, bon, ça ne peut être que par rapport... Et puis aussi, il y a les organisations continentales. Notre gouvernement doit aussi avoir le moyen de proposer les femmes. On a eu Mme Zuma à l'Union africaine. Et pourquoi est-ce que notre gouvernement ne peut pas aussi proposer une autre dame pour diriger une autre organisation continentale? On a la Rwandaise là comme à la francophonie, et tout en sachant que le français n'est pas la langue officielle au Rwanda. Mais notre gouvernement doit faire pareil pour que dans toutes ces organisations, nous avons les femmes de compétences dans tous les domaines de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dois féliciter les Congolaises pour maturité, pour leur courage. Leur courage d'entreprendre et leur courage d'arriver. Et rien n'est facile dans la vie. Mais lorsqu'on est courageux, lorsqu'on a la volonté de bien organiser, ça aide. Et sans savoir aussi que ce qu'on fait aujourd'hui, on prépare la vieillesse. La vieillesse se prépare quand on est jeune. Sinon, vous allez commencer même à non, organise-toi pour que même dans ta vieillesse, que tu aies le moyen de t'acheter un sac de riz. Pensez-vous que tous ces thèmes que nous employons, égalité de chance, égalité de ceci, la fille du milieu rural, cette dame-là dans le milieu rural, est-ce qu'elle est sensibilisée au moins? Parce que nous savons que dans les banlieues, dans les milieux, il y a des collectivités, des chefs de quartier. Est-ce que ce message est transmis jusqu'à ce niveau? Ou bien ça se limite au niveau du centre-ville? Mais cette année, les femmes qui ont la chance d'arriver, de le faire, vous avez les députés, vous avez les sénateurs, mais les députés représentent le peuple. Les députés qui sont élus en province doivent avoir le moyen, lorsqu'elles rentrent pendant les vacances parlementaires, d'approcher ces femmes-là. Et ainsi que pour leur parler. Être au village, c'est un lieu, mais vous pouvez vous épanouir aussi en faisant bien votre champ. Vous voyez? Donc ce sont les femmes qui ont eu la chance d'émerger, qui ont eu la chance d'étudier et d'arriver, qui doivent essayer de convaincre par leur discours, par leur comportement, par les actes qu'elles posent, pour attirer les autres à imiter ce qu'elles font. Elles ne vont pas le savoir elles-mêmes, elles n'ont pas de télévision. Mais lorsque les femmes qui rentrent en province aient la possibilité de les approcher, de parler avec elles, ça va les encourager, ça va créer un effet d'entraînement. Alors, nous sommes déjà en train de chuter. J'aurais quand même une dernière question. Je vais également accorder la parole à mes consoeurs. Maman Catherine Zuziwambombo, lorsque Cléopâtre vous a posé la question par rapport au quota accordé aux femmes dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, vous avez dit que le Premier ministre aurait pu accorder plusieurs portefeuilles aux femmes. Alors que vous savez aujourd'hui dans le sondage sur la gestion, sur la façon de faire de membres du gouvernement, peu sont ces femmes-là qui se retrouvent dans ces sondages-là. Il y a 2-3 qui se retrouvent. Si jamais il y en avait 26 quand vous voulez, ça aurait été peut-être une catastrophe. Pas de votre avis. Vous savez que ce qui arrive souvent, c'est qu'on demande aux partis politiques de proposer les femmes. Et dans les partis politiques, il y a beaucoup de phallocrates. On préfère proposer un homme à la place d'une femme. Mais nous, les femmes, nous comptons sur l'autorité suprême, sur notre chef de l'État, qui doit savoir que si vous m'amenez une liste où il n'y a pas de femmes, je ne la prendrai pas. Même si ces femmes ne vont rien faire. Pourquoi est-ce qu'elles ne vont rien faire? Je vous ai dit qu'il y a des femmes compétentes dans tous les secteurs de la vie nationale. Dans le gouvernement, apparemment, il n'y en a pas. Il n'y a que Mais 2-3 femmes qui... On ne les a pas cherchées. On ne les a pas cherchées. Je suis désolée de te contredire. Nous avons les femmes compétentes dans tous les secteurs de la vie nationale. Si on les avait cherchées, si comment dirais-je, les partis politiques ne les avancent pas, les chefs de l'État doivent avoir plusieurs tours dans ces manches pour comment dirais-je, mettre ces femmes-là. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse avoir
10 femmes sur 60 ministres. Il n'y a aucune raison. Mais il y a une coalition et chaque membre de la coalition, chaque parti, plateforme de la coalition a proposé... C'est ça que je vous dis qu'il y a encore des phallocrates parmi les membres de cette coalition-là. De cette coalition-là, il y a des phallocrates. Nous comptons sur le chef de l'État pour nous aider, pour essayer de confirmer ce que la Constitution qui parle de la parité. Ça, c'est pas lui qui a créé ça. C'est dans la Constitution. À cette coalition. Bon, je les vois faire ce qu'elles font, mais quand elles arrivent à être, comment dirais-je, à ne pas respecter la parité, moi, ils me mettent mal à l'aise. Ils me mettent mal à l'aise. Nous recourons au chef de l'État pour nous rétablir dans nos droits. Cléopâtre Iloko. Exactement. Qu'attendez-vous du gouvernement par rapport à la promotion de la femme? Que le gouvernement encourage les femmes, lorsqu'on forme le gouvernement, qu'on puisse nommer plusieurs femmes, les femmes compétentes, parmi les vice-premiers ministres, parmi les ministres d'État, parmi les départements importants, pas seulement affaires sociales, je ne sais pas quoi encore. Je ne dis pas que les affaires sociales c'est mauvais, mais il y a des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale, ma fille. Nous avons la chance de les avoir. Et lorsqu'on forme le gouvernement, il faut que le Premier ministre se fasse violence pour, comment dirais-je, faire de sorte que nous ayons plusieurs femmes parmi les membres du gouvernement. Et si ce n'est pas fait, nous comptons sur la sagesse de notre chef de l'État pour qu'il puisse, comment dirais-je, rétablir les femmes dans ses droits. Voilà, ça sera ma dernière question. Comment comptez-vous, à votre niveau, accompagner les femmes dans la promotion de leur lutte? Ma fille, lorsque vous m'accordez des interviews comme ça, je donne des conseils. C'est déjà une façon d'encourager celles qui vont nous suivre de ne pas, comment dirais-je, de ne pas se décourager. Nous avons plusieurs femmes qui sont dans la société civile, qui organisent les dialogues, qui organisent les choses comme la journée du 8 mars. Ce n'est pas une journée seulement pour aller boire ou voir des pailles, non. Mais c'est une occasion pour organiser des conférences débats, pour sensibiliser les femmes, pour éveiller les femmes, attirer leur attention sur leurs droits. Vous avez les droits que vous devez défendre. Vous avez la Constitution qui vous donne ces droits-là. Donc ne restez pas seulement superficiel à voir que le 8 mars, il faut aller boire. Non. On peut, un petit verre de temps en temps, ça ne fait pas du mal à personne. Mais en faire une spécification, une spécialité, là, ça ne va pas. Ok, madame. Pensez-vous avoir tout dit à la jeune fille d'aujourd'hui qui va devenir maman demain? Madame, moi je suis maman, toi tu es madame. Maman, pensez-vous avoir tout dit à la jeune fille d'aujourd'hui? On ne cessera jamais de le dire, c'est notre rôle, ma fille. Ce que nous disons ici, même s'il faut le répéter 100 fois, nous devons le faire. C'est notre responsabilité. Et vous savez, la société congolaise, les femmes ne sont plus nombreuses que les hommes. Voilà pourquoi la femme est la responsabilité que nous avons d'organiser la famille, d'éduquer les enfants. C'est encore une autre obligation qui nous pousse à répéter ça chaque fois pour que et les garçons et les filles que nous élevons puissent savoir que dans ma vie, moi, quand je serai grand, si je dois me marier, voilà comment je dois me comporter dans mon foyer. Quand je serai grand, si je dois me marier, voilà comment je dois me comporter avec mon mari. Donc, l'éducation à la vie, l'éducation sur la vie, ça n'a pas de limite. C'est tout le temps, tant que le monde est monde, tant que le monde continue à être monde, et si nous voulons avoir une bonne société, nous devons accepter de continuer à le dire, de continuer à faire mieux pour donner l'exemple aux autres. La porte de maman est toujours ouverte pour recevoir. La preuve. Merci. Vous êtes là? Cette jeune fille, cette jeune femme qui n'a pas étudié, qui
apparemment, tout ce qu'on a de dire ici passe inaperçu, se dit je ne suis pas utile à la société congolaise. Vous pouvez l'expliquer au moins son apport à son niveau, c'est quoi? Son apport au niveau de l'État congolais, son apport au niveau de son pays, c'est quoi? Mais une femme dans le village qui n'a pas étudié, si elle fait bien son champ, elle aura un foyer où les enfants seront bien forts, qui ne vont pas tomber malades. Si elle ne passe pas son temps à comer le toko. Vous voyez? Donc, tout ne s'apprend pas à l'école. Si elle tient bien sa famille, si elle tient bien son foyer, c'est une femme qu'il faut féliciter. Mais à l'époque de nos grands-parents, ça s'est passé comment? Nous n'allons pas dire que tous nos parents étaient des voyous. C'est parce qu'on a eu des grands-mères qui savaient bien s'occuper de leur famille, de leurs enfants. Donc, cette femme-là, même dans le milieu rural, doit continuer à être une bonne mère, à s'occuper de son foyer, à s'occuper de l'éducation des enfants pour y baiser ma bé. Il faut qu'il y ait aucune classe. Et là, ce que Zélie a eu, il y a aussi l'influence, une bonne influence des églises qu'il ne faut pas négliger. Les Congolais est un peuple croyant. Nous craignons Dieu, mais nous devons craindre Dieu dans toutes les comment dirais-je, les formes. Koyiba ezamabe, ce que vous avez moi si je fidèle na mobile na yo. Kobeta ka gauche droite te. Ezamala mute. Ko zala infidèle na moi si na yote. Tout ça, ça s'apprend. Hein? Donc c'est à la femme et à l'homme de voir comment ils peuvent évoluer dans leur vie, évoluer dans leur foyer, pour que l'exemple des parents soit suivi par les enfants. Congolais, Congolaises, levons-nous pour le droit de la femme. La preuve en est que nous avons un homme genré. Ce n'est pas seulement les femmes, parce que comme c'est le mois de la femme, ce n'est pas seulement la femme. Mais on a demandé à Congolais et Congolaises, levons-nous pour le droit de la femme. Quelle lecture faites-vous sur ce sujet-là? Le thème qu'ils ont utilisé cette année. Comment la trouvez-vous? Le droit de la femme, c'est accepter de ne pas la brimer. Accepter de ne pas la malmener. Accepter de ne pas lui priver de ses droits si elle en a. Accepter de l'accompagner dans ce qu'elle fait. Le mari, par exemple, vous avez une femme qui est commerçante, mais une fois quand elle est, accompagne-la un peu quand elle va faire ses achats. Tu peux discuter avec le patron au comptoir pour qu'elle ait un bon prix. Quand elle rentre à la maison le soir, essaie un peu de voir si elle a bien vendu. Si elle n'a pas bien vendu, c'est que peut-être si elle l'a acheté à autant, quelle est la marge qu'elle peut faire, marge bénéficiaire qu'elle peut mettre sur ce qu'elle vend pour vendre, avoir plusieurs représentants. Parce que ceux qui ont bâti au teki ont le belé, tu vendras moins. Mais ceux qui ont bâti moins bénéfice, on peut vendre plusieurs fois. Mais tout ça, il faut que dans son environnement, qu'il y ait des personnes qui ont un œil attentif pour voir ce qu'elle fait et l'accompagner. Donc je crois que c'est une responsabilité partagée, une responsabilité de tous. Si la Congolaise se porte mieux, si la Congolaise est bien accompagnée dans ce qu'elle fait, si les ambitions des Congolaises sont bien gérées, et vous verrez que nous aurons un pays où il fait bon vivre. Donc le Congolais va bien vivre. Ah oui. Voilà, déjà à la fin de cette émission qui reste servée pour vous, Maman Catherine Nzuzi Wambombo, mais en 30 secondes, je vais quand même vous accorder un dernier mot, mais avec cette question. Maman Catherine Nzuzi Wambombo, cette femme qui a su se faire écouter, cette femme qui a su imposer ses idées alors qu'elle était entourée de plusieurs loups hommes de la politique en RDC, mais depuis cette première alternance pacifique au sommet de l'État, nous constatons que vous vous êtes un peu éloigné ou retiré de la politique congolaise. C'est parce que tout va bien ou c'est parce que vous êtes en train de vouloir aller en retraite politique? En politique, il n'y a pas de retraite. Ça, il faut le savoir. Bon, je ne me suis pas retiré de la vie politique. Lorsqu'il m'arrive de m'exprimer, je le fais. Je tweete beaucoup.
Je titre beaucoup, je suis dans les réseaux sociaux, c'est ma manière de... c'est ma manière de faire les choses. Vous aurez aimé que je puisse aller tenir le meeting populaire, non. Depuis la dernière passation pacifique du pouvoir, je vois que notre chef de l'État, Fathi, se débrouille très bien. Je l'encourage à continuer. Les Congolais sont derrière lui, les Congolais lui font confiance. C'est qui, à un certain moment, qui trouvait que le président voyageait beaucoup, commence maintenant à voir les résultats parce qu'on nous avait indexé sur le plan international. Mais pour pouvoir revenir en force, vous devez vous-même aller vers vos confrères, vers vos collègues, pour leur dire qu'est-ce que vous les réservez dans votre pays. On a amélioré notre code d'investissement pour attirer les investisseurs. Lorsqu'il y a un chef de l'État qui tient un point de presse, qui tient une réunion avec les opérateurs économiques, ce qu'il dit pèse. Il rassure les opérateurs économiques. Et lorsque les opérateurs économiques, les investisseurs étrangers, s'ils viennent ici, les Congolais auront du travail. Il y a beaucoup de chômeurs à Kinshasa. Ça ne va pas. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de l'autorité sur un fait que on doit également plus favoriser l'installation des investisseurs dans les provinces. Parce que Kinshasa, aujourd'hui, est vraiment sur... il y a beaucoup d'habitants parce que les gens viennent à Kinshasa espérant trouver le boulot ici. Mais les jours, quand ils vont apprendre qu'on commence à installer les grandes usines à l'intérieur dans les provinces, vous verrez que les gens vont rentrer dans les provinces et il y aura... la circulation se comportera mieux. Donc ça se tient. Kinshasa n'est pas la République. Donc les investisseurs qu'on cherche pour notre pays ne doivent pas seulement s'installer à Kinshasa. Nous avons 26 provinces et les 26 provinces, on doit essayer un peu. Et il y a aussi un autre détail, c'est le ministère du Tourisme. Celui qui a le tourisme dans ses fonctions a une grande responsabilité. Responsabilité de prendre de faire les cartes postales. De tout ce que nous avons comme chute, comme endroit pour le tourisme. Il y a des pays ici en Afrique qui n'ont pas le potentiel que nous avons, mais qui ne vivent que du tourisme. Quand le tourisme est bien organisé et les touristes sont bien renseignés, et quand on organise ça très bien, les pays peuvent se retrouver. Je ne vais pas citer le nom de certains pays qui le font très bien. Vous le savez certainement en tant que journaliste, mais il y a des pays qui ont réussi vraiment à améliorer le train de vie de leur population à partir des touristes qui ont eu beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et nous, qu'est-ce qu'on n'aurait pas? Regardez ce fleuve. Ce fleuve est sous-exploité. Nous, les Congolais, on n'avait pas besoin de faire venir l'impio même du Vietnam. Mais si nous pouvons, notre gouvernement peut appeler tous ceux qui savent nettoyer les fleuves en profondeur pour que les bateaux de pêche puissent venir pêcher. Il y a des poissons qui meurent de vieillesse dans le fleuve Congo. On n'avait pas besoin de faire venir l'impiodi. Mais si le gouvernement est bien organisé pour faire venir les gens qui savent nettoyer les lacs, qui savent nettoyer les fleuves, et que les bateaux de pêche viennent pêcher ici, ça va améliorer le vécu quotidien des Congolais. Nous aurons les moyens, ils auront le travail, et c'est bien pour notre pays. Voilà, merci beaucoup maman Catherine Nzuzi-Wambombo d'avoir accepté en tout cas cette invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Encore une fois, bonne fête du mois de la femme. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir partagé. Merci à Cléopâtre Iloku, merci à Merci Biankunzu, merci à Marthe Lomba, merci également à vous qui nous avez suivis ce soir dans le cadre de cette émission qui recevait maman Catherine Nzuzi-Wambombo. Merci, on se retrouve prochainement. Au revoir. Tika ngana bina